Donc, vous avez vu la construction du programme par Lorenzo. Et aujourd'hui, moi, je vais présenter des films qui n'ont pas été faits par moi, mais qui ont été faits par Ian Dunlop, le cinéaste qui a fait de très grands films sur les Walbiri en Australie, sur les Barouya et sur d'autres endroits. Et je vais vous donner quelques informations anthropologiques et peut-être un peu historiques aussi. Je suis allé en Nouvelle-Guinée en 1966, donc vous voyez que c'est pas aujourd'hui. Et les circonstances ont fait que je suis resté plusieurs années d'abord. Est-ce que vous m'entendez ou bien? Parce que j'ai une voix un peu fatiguée là. Ok. Et au bout de 2 ans, j'ai appris que les Barouya allaient initier leurs garçons. Donc, j'ai demandé à rester 1 an de plus, une 3e année. Ça m'a valu que ma femme voulait divorcer en disant tu choisis les initiations des Barouya plutôt que ta famille, donc je vais divorcer. Donc vous voyez que la vie d'anthropologue c'est pas de la merde, hein, c'est sérieux. On fait des choix et bon, au résultat j'ai arrangé les choses avec ma femme et j'ai pu assister aux initiations. Alors qu'est-ce que c'est que les initiations? D'abord, les Barouya vivent en Nouvelle-Guinée dans les hautes terres, dans 2 vallées. L'une est à 2000 mètres, l'autre à 2200, 300. Et quand je suis arrivé, ils avaient été derestricted. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 1960, un jeune officier australien, Jim Sinclair, avait entendu parler des Batiya, des fabricants de sel, et donc il avait monté une expédition pour aller rencontrer les Batiya. C'était pas les Batiya, c'était les Barouya, ça fait rien. Et d'ailleurs les guides de Jim l'ont promené pendant à peu près 40 jours, alors qu'en 10 jours on pouvait faire le chemin. Mais bon, ça les a amusés d'emmener un blanc comme ça avec tous ses porteurs, etc. Donc c'est lui le premier, soi-disant, qui est arrivé chez les Barouya. Moi je suis arrivé en 66. Pourquoi? Parce que pendant 5 ans, la zone a été déclarée restricted, c'est-à-dire interdit aux Blancs qui venaient de se déplacer à plus de 5 miles autour du patrol post pour contrôler les tribus qui étaient en guerre en permanence, Barouya et voisins. Et donc je suis arrivé 1 an après la derestriction. Alors ces gens, ces Barouya, il m'a fallu plusieurs années bien sûr pour reconstituer leur histoire, mais en fait c'est une société qui a été fabriquée à ma connaissance, s'est fabriquée elle-même vers le XVIIIe siècle. Les Barouya n'existaient pas, donc j'ai eu la chance de pouvoir reconstituer la fabrication d'un groupe local. Alors, mais vous allez bien voir le problème théorique que ça représente. Ces Barouya, je passe sur la mythologie, etc. Mais c'est au départ un certain nombre de réfugiés, d'un certain nombre de clans, venus d'un groupe qui s'appelait les Yoyué, près de Menyamia, à 3-4 jours de marche, au moins. Il faut traverser quand même une grande zone de marais, en haute altitude, enfin bref. Ces gens avaient été massacrés à la suite d'une trahison intertribale. Donc, les Yoyué avaient appelé les ennemis, leurs ennemis traditionnels, pour faire le ménage. Ça vous explique aussi ce que ça veut dire la guerre. Donc, ils avaient amené les Tapachés. Les Tapachés ont tué la moitié d'un village. Ceux qui étaient partis dans une grande expédition de chasse ont été sauvés. Grande expédition de chasse, ça veut dire pour moi qu'ils étaient en train de préparer les initiations, les grandes initiations. Il fallait chasser pendant longtemps pour avoir du gibier pour les initier, etc., pour les inviter et tout ça, quoi. Les gars sont venus se réfugier à Marawaka, dans une vallée. Ils ont été accueillis par un clan local
Ndélié qui faisait partie d'un groupe tribal local qu'on appelle les Andjé. Au bout de quelques générations, les Barouya, avec la complicité du clan qui les avait accueillis, ont fait le même coup qu'on leur avait fait. Ils ont invité une grande partie des Andjé à venir pour un truc festif. Ils en ont massacré la moitié. Ils sont emparés de leur territoire. Donc les réfugiés sont devenus les maîtres, avec la complicité des Ndélié, du clan local. Bien. Entre-temps, leurs cousins, etc., les avaient visités. Ce massacre n'est pas arrivé par hasard. J'ai appris que les gens de leur tribu d'origine qui étaient venus les visiter pour savoir ce qu'ils allaient faire maintenant, leur ont dit restez les gars. Parce que dans cette vallée, les gens font du très beau sel, avec une technique beaucoup plus forte que la nôtre, beaucoup plus efficace. C'est-à-dire des fours à sel très longs, avec des spécialistes qui peuvent, à partir des cendres d'un coïx, une canne à sel, si on peut dire, ils brûlent ces cannes à sel qu'ils cultivent, donc ils cultivent des champs de canne à sel, et ils brûlent, ils ont des cendres salées, ils les mettent dans l'eau pure, l'eau devient salée, et ensuite ils cristallisent des barres de sel dans des fours, et ça leur sert de monnaie. Donc il est certain que les gars sont restés pour des raisons de ce genre. Ils auraient peut-être pu négocier leur retour. Et finalement, ils sont emparés du territoire de leurs hôtes. Ensuite, ils ont fait le même coup. Ils sont partis dans la vallée où je suis arrivé, à Ouenenara. Et là, ils ont absorbé des groupes locaux, en leur donnant des femmes d'abord, et donc en ayant des alliés par le mariage, mais des alliés aussi politiques. Et à un moment, ils ont fait la guerre en proposant à leurs beaux-frères, soit tu viens avec nous et tu es vivant et tu gardes tes terres, soit tu viens pas et on te fait tuer par quelqu'un d'autre. Bon, c'est des gens pratiques, les Barouya, vous voyez, c'est pas, on peut apprendre beaucoup sur la politique avec eux. Donc ils m'ont bien expliqué que la parenté divisait autant qu'elle unissait. Donc ils avaient joué la fonction divisante. Bon, et donc ils ont conquis un deuxième territoire, c'est là que je suis arrivé. Alors maintenant, ils sont devenus un nouveau groupe, et ça c'est important sur le plan théorique. Et ils se sont donné un grand nom, comme on est les Français. Ils se sont donné le nom Barouya. Et le nom Barouya, c'est le nom du clan qui a les objets sacrés les plus importants, les Kwaimatnié, qui servent aux initiations. Et en fait, le nom Barouya, c'est une transformation du nom Baragaye, qui est un insecte noir avec des taches rouges sur ses ailes, que les Barouya n'ont pas le droit de tuer. Alors, ce qui est très important, c'est qu'ils sont devenus les Barouya, un grand groupe qui a un grand nom, et le grand nom, c'est celui justement du clan qui a les objets sacrés et les formules qui vont avec, bien sûr, pour faire les initiations. Et ils sont devenus les Barouya, m'ont-ils expliqué, que quand ils ont construit leur propre tsimia, c'est-à-dire la grande maison cérémonielle. Et vous allez la voir construire ici. C'est là-dedans qu'on va faire entrer les gamins, là. Donc, il faut venir donc au système des initiations. Tous les garçons, à partir de l'âge de 9-10 ans, il n'y a évidemment pas de registre d'état civil, ils sont séparés de leur mère de façon assez brutale, du monde féminin, complètement. Ils sont portés chacun d'entre eux sur le dos d'un, on peut dire, un parrain. Ils traversent un gigantesque couloir où les hommes les accueillent, si on peut dire, avec des épineux, des barres, des bouts de bois, enfin, etc., des branches. On les fouette. Ils traversent ce long couloir. Le sang coule sur le parrain comme sur celui qui est sur le dos du parrain. Et après, on les met dans le monde des hommes. Et là, ils vont rester une dizaine d'années. C'était comme ça
avant que les missionnaires n'arrivent, mes enfants. Une dizaine d'années hors du monde féminin. Ils vont passer 4 étapes. On peut dire ils vont passer de 9 ans à 12 ans. Ils s'appellent à ce moment-là Yewunboy. Ils sont habillés mi en femme, mi en homme. On va les séparer du monde féminin. On va les faire des hommes. À 13 ans, à peu près 12-13 ans, jusqu'à 15 ans, ils sont habillés comme des petits hommes, là, le même costume, si on peut dire. À partir de 15 ans, jusqu'à 18 ans, ils peuvent aller à la guerre. Un peu comme des porte-flèches. Mais ils peuvent tirer déjà. Et de 15 à 20 ans, enfin de 18 je veux dire, à 20 ans, 21 ans, ils sont vraiment des calavés, c'est-à-dire ils ont la plume blanche du perroquet qu'on trouve en Nouvelle-Guinée. Et donc ça veut dire qu'ils sont maintenant des monguiniers, c'est-à-dire des hommes prêts à marier, quoi. À 21 ans, 22 ans, ils sortent de la maison des hommes pour se marier. Et c'est quand ils sont dans l'âge, vers l'âge de 15 ans à peu près, que leur groupe familial, le lignage, négocie à leur place, parce que c'est pas leur choix. Enfin, c'était pas leur choix, maintenant beaucoup a changé, quoi. Ils négocient le mariage donc par échange une sœur du monsieur, plus jeune. Le gars, il a 15 ans, donc une gamine de 12-13 ans. Ou il a 18 ans, donc une gamine de 15 ans, sa sœur, contre une gamine de 15 ans, la sœur de quelqu'un d'autre. Bien sûr, d'un autre lignage. Et pas du même clan en général, mais c'est possible que ce soit du même clan. Donc les clans ne sont pas exogames. Ce qui n'est pas dans la définition de l'anthropologie, bien sûr. Alors, s'ils n'ont pas de sœur à échanger, ils prennent une femme, et la première fille qu'ils ont de cette femme est redonnée au clan qui a donné la femme. Ce qu'on appelle chez nous mariage avec la cousine croisée patrilatérale. Donc le mariage avec la cousine croisée patrilatérale est le complément de l'échange direct des femmes. Il y a d'autres formules de mariage, mais ce n'est pas la peine d'en parler ici. À l'époque, ils ne faisaient pas de bride wealth. On n'échangeait pas de richesse contre une femme, ce qui est la pratique de la grande majorité des sociétés des Highlands. Où justement, chez les Melpa, les Nga, tout ça, où on ne peut pas échanger sa sœur. On doit échanger des richesses pour une femme, et les richesses rentrent en même temps dans le Moka système, dans le T système, c'est-à-dire dans les grandes compétitions de dons et contre-dons. Et donc ceux qui voudraient s'amuser à se bloquer comme ça, s'échanger des femmes pour des femmes et non pas échanger de la richesse, ils bloquent le système. Donc les femmes passent dans le système, si on peut dire, général d'échange de richesses. La parenté est absorbée et subordonnée à la reproduction, justement, de ces grands cycles. Ça n'a rien à voir avec les Barouillas, ça. D'ailleurs, les Barouillas n'ont pas de big man qui accumule des femmes et des cochons pour des femmes pour des cochons. Les Barouillas ont des grands hommes. C'est ça qui va être la promotion des gamins, là. Alors, les grands hommes sont de deux types. Il y a ceux qui ont hérité leur pouvoir. C'est donc les maîtres des initiations, ceux qui ont des Kwaimatniers. Il y a quelques clans qui ont des Kwaimatniers. Donc ils ont des mythes, pourquoi c'est le soleil qui leur a donné les objets sacrés, etc., etc. Je passe là-dessus. Et c'est dans la même famille, si on peut dire, dans le même lignage qu'on hérite cette position. Si on est con, on évite de donner au con quand même. C'est-à-dire si le fils aîné n'est pas très intelligent, on transmet la fonction au fils cadet. On évite quand même qu'un type trop con, parce que c'est des grosses responsabilités politiques et religieuses. Hein. Donc c'est toujours hérité, là. C'est pas mérité. Si vous savez la différence entre achieve, en anglais toute la discussion sur les fonctions qui sont héritées
et celles qui sont méritées, eh bien chez les Barouya, les premiers grands, enfin, une catégorie de grands hommes, c'est hérité. Mais attention, la deuxième catégorie de grands hommes et de grandes femmes, je vais vous le dire, ça existe, c'est mérité. Alors ce sont les grands Aoulata, ce sont les grands guerriers. Tout le monde est guerrier, hein. Tout le monde fait la guerre, tout le monde porte des armes. On n'a rien à voir avec la société française où il y a des flics dans la rue, là. Il n'y a que les chasseurs qui auraient des armes. Là, tout le monde est chasseur, tout le monde est guerrier. Mais les Barouya ont une vision des hommes qui est intéressante. Il faut bien les connaître. Ils disent bien sûr que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et c'est une société extrêmement de domination masculine. C'est un des top niveaux mondial, breveté, là. Mais ils disent que la plupart des hommes, c'est des patates douces. C'est-à-dire se contentent à la guerre de tirer des flèches, de faire du bruit, tout ça. Des braillards, quoi. Parce que la vraie guerre, c'est quand on va tout seul devant un guerrier et qu'on le tue à la hache. Donc, comme on dit en français, il faut en avoir. Hein. Il faut en avoir. Les autres, ils ont les boucliers, ils tirent, ils se cachent derrière le bouclier. De temps en temps, on a un qui est attrapé, ben on le tue. Mais c'est pas la guerre glorieuse, quoi. La guerre glorieuse, c'est l'Aoulata qui va seul, qui défie un ennemi dont il connaît le nom, puisqu'il se voit de temps en temps quand même, hein, au café du coin. Il n'y en avait pas, bien sûr. Et il se défie. C'est un peu comme chez les Grecs, quand vous avez lu l'Odyssée, là. Et alors, il avance avec ils appellent ça ses propres chiens. Ses chiens. C'est-à-dire d'autres guerriers qui le protègent un peu. Et s'ils tuent l'adversaire, c'est eux qui ramènent le cadavre dans le camp des Barouya. Donc, vous voyez un peu, ce gars-là, il peut pas déclarer que c'est un grand guerrier sans avoir tué, quoi. Je peux pas m'auto-proclamer grand guerrier si j'ai pas fait mes preuves. Bon. Donc, c'est vraiment une position qui est acquise. Et puis, le deuxième grand homme, mais il y a des grandes femmes dans cette catégorie, c'est le chaman. Alors, là aussi, le maître des chamans, c'est toujours un clan, c'est les Andavakia. L'autre clan, c'était les Barouya. Les chamans, le maître est toujours, le maître des initiations des chamans, hommes et femmes, est toujours du même clan, Andavakia. Venu, bien sûr, des émigrés réfugiés, là. Mais là, les gens, parmi les gamins, là, ils vont découvrir, enfin, c'est très compliqué, ils vont découvrir de futurs chamans. En fait, c'est un peu biaisé. Hein. Les gamins dorment pendant la nuit, figurez-vous que le matin, quand ils se réveillent, sur la cape d'écorce qui couvre leur tête, il y a quelques signes que les esprits sont passés. Permettez-moi de penser que les esprits, c'est un peu les parents, les hommes, qui ont foutu les signes. Mais bon, il n'y a pas de foi sans mauvaise foi, les gars. Bon, alors donc, on voit ils choisissent des gamins, ils leur posent quelques petites plantes. Alors quand c'est un bambou, ça va être un guerrier. Si c'est autre chose, une plante magique, ça sera... Bon. Alors évidemment, si le jeune garçon se comporte comme une poule mouillée, ça va pas être un guerrier. Hein. Mais on l'encourage à l'être. Enfin, c'est assez compliqué, la sélection des gens, mais c'est un peu comme chez nous, quoi. On prédispose un peu, puis si ça marche pas, on trouve une explication, quoi. Hein. Mais en gros, on canalise quand même. Alors voilà à peu près. Alors la troisième catégorie de grands hommes, c'est les grands chasseurs de casoars. Mais il faut savoir que le casoar, d'abord, c'est une femme sauvage qui vit dans la brousse. Donc le chasseur de casoar chasse la femme sauvage. Et il n'a pas le droit d'en manger. Il n'a pas le droit non plus de la tuer avec des flèches. Il doit faire des pièges sur passage. Et le casoar est étranglé. Lui, il n'a pas le droit de manger de son gibier, mais il donne le gibier, femme sauvage, à manger aux jeunes initiés. Ok ? Ça, c'est les grandes catégories. Alors, parmi les femmes,
dans une catégorie, il y a justement dans la catégorie chaman des grands chamans femmes et des petits chamans femmes qui ont deux fonctions. D'abord de guérir les gens de toutes sortes de trucs, mais aussi toutes les nuits, les chamans, paraît-il, hommes et femmes, ne dorment pas, même s'ils ont on a l'impression qu'ils dorment. Leur corps est là, mais leur esprit n'est pas là. Les hommes sont transformés en oiseaux, les esprits vont sur toutes les montagnes et protègent ainsi l'ensemble de haut, l'ensemble de la tribu, et repoussent vers l'intérieur les esprits qui ont quitté le corps des Barouya, comme dans beaucoup de sociétés, dans les Andes, etc. La nuit, les esprits s'en vont du corps, les gens ont leur souffle, mais leur esprit n'est pas là, donc il ne faut pas les réveiller, quoi. Si vous faites des brutalités, le type, il va avoir son souffle et puis son esprit qui va rentrer, il va être un peu comme ça. Bon. Donc, tous les chamans hommes se transforment leurs esprits en oiseaux, et tous les chamans femmes se transforment leurs esprits en grenouilles, qui sont le long des rivières qui traversent le territoire. Donc on bloque par le bas, on bloque par le haut. Les femmes en bas, les hommes. Fonction donc très importante. Parce que si les esprits traversent ces frontières, ils sont bouffés, ils sont tués par les esprits des chamans ennemis, ou par des démons, quoi, si on peut dire, de la nature, des choses comme ça, quoi. Mais en même temps, bon, ça, un chaman n'a pas le droit d'utiliser ses pouvoirs contre un barouya. Mais il a le droit de tuer les ennemis. Donc vous voyez l'ambiguïté du chaman. Il guérit ceux de l'intérieur, il tue ceux de l'extérieur. Bien sûr, magiquement. Donc il accompagne les guerriers. Il accompagne les guerriers parce que, par ses magies, il va faire tomber ou paralyser les armes, les flèches et tout ça des ennemis. En même temps, il est un chaman, si vous connaissez la différence entre witchcraft and sorcery. Il agit comme sorcier, bien sûr, comme cureur, bien sûr, mais il a tellement de pouvoir qu'il faut faire gaffe. Et donc, pendant l'initiation des chamans, à laquelle j'ai assisté également, c'est tous les 20 ans, hein, c'est quand on a 35, 38 ans qu'on devient chaman officiel. Eh bien, il ne faut pas se présenter à côté de ces gens-là pendant un mois, pendant des semaines en tout cas. Toute la population est pratiquement enfermée, les chamans évoluent dans l'espace, hommes et femmes, et ils peuvent tuer sans le vouloir. C'est pas des mauvais, quoi. Ils sont tellement bourrés de puissance qu'ils sont... Witchcraft. Bon. Alors voilà donc à peu près... Alors il y a encore une catégorie d'hommes importants, mais qui n'est pas considérée dans la hiérarchie au même niveau complètement. Et dans les initiations, c'est après la fin des initiations qu'il y a une petite cérémonie pour les honorer, les légitimer. C'est les fabricants de sel. C'est donc ces artisans. C'est des gars capables de faire du sel. Et faire du sel, ça demande énormément de précautions sexuelles et autres. Si les gens sont... c'est donc des hommes qui font du sel pour tout le monde. C'est donc presque une fonction spécialiste. Il faut être capable de contrôler le feu pendant plusieurs jours et nuits. Il faut nettoyer les impuretés. Il faut arriver à produire une barre de sel, etc. On les récompense, je ne dis pas qu'on les paye, on les récompense pour ce travail. Les gens apportent leur eau salée et c'est lui qui fabrique le sel cristallisé. Mais lui-même ne peut pas faire l'amour pendant tout ce temps-là, il doit coucher près de son feu, c'est normal. Aucun contact avec les femmes, etc. Sinon, il fait tourner la barre de sel en eau et le sel n'a aucune valeur, ni négociable, ni... Bon, attention, ce sel, c'est pas du sel cérébos. Hein. J'ai envoyé le sel à l'université de Canberra, au laboratoire de chimie,
Ce sel, c'est du sodium et non pas du potassium. C'est-à-dire, si vous réfléchissez, c'est très salé. Mais si vous en mangez trop, vous crevez. Parce que sodium absorbé égale la mort. Alors ils savent ça. Ils savent qu'il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser dans la consommation. Mais c'est intéressant parce que si vous aviez une vision scientifique occidentale, vous dites ces gens-là, ils aiment bien le salé, opposé au sucré, ça leur fait du bien. Si vous ne savez pas que c'est du sodium et non pas du potassium, vous êtes absolument sur le wrong track. Donc vous avez des gens qui sollicitent le salé dans leur espace gustatif, culturel. Et ça n'a pas du tout les fonctions que ça a chez nous. Ça sale, mais ça n'a pas la fonction supplémentaire du potassium chez nous qui a une certaine efficacité sur l'organisme. Là, c'est une efficacité négative à partir d'un certain taux d'absorption. Ça, on ne peut pas le savoir si on ne fait pas une analyse chimique du produit des barouillas. Donc voilà. Voilà ce qui va se passer. Vous allez donc voir la construction de la simia. Maintenant, je vais vous dire une chose. À la différence des encavés que vous allez entendre exposés par Pierre et par Pascal tout à l'heure, et tous ces groupes appartiennent au même groupe que nous appelons maintenant, à la suite d'un ami à nous qui est un missionnaire qui parle très bien le barouilla, Dick Lloyd. Ces gens, on les appelait autrefois du point de vue de l'administration coloniale et du point de vue des voisins de tous ces groupes, ils avaient un mot qui s'appelait kuka kuka. On les appelait pas eux-mêmes les barouillas. Kuka kuka, dans la langue, le kuka, ça veut dire voler. Alors c'est pas les barouillas qui s'appellent eux-mêmes les voleurs. Bon. D'autres disent que kuka désignerait, mais je ne suis pas sûr du tout, les liquides vaginaux. Bon, les liquides du vagin, mais je pense pas, c'est vraiment coca. Je me semble plutôt. Alors, c'était des raiders, les barouillas, c'était les voisins, tous ces groupes attaquaient d'abord leurs voisins. Donc, le fait d'appartenir, ce que j'appellerais à la même ethnie, puisqu'ils savent qu'ils viennent tous d'une même région, que leurs ancêtres communs vivaient il y a. Et nous avons fait l'étude, enfin pas moi, parce que je ne suis pas linguiste à ce niveau, mais on a fait les études des 11 groupes linguistiques rattachés les uns aux autres. Les barouillas parlent la même langue que les voisins, mais à 300 kilomètres de là, il y a des gens qui parlent des langues connexes, qui ne se comprennent pas, il n'y a pas d'intercompréhension. Mais donc en faisant une étude glottochronologique, on pense que tous ces groupes se sont séparés à plus d'un millénaire et qui venaient ils le disent, tous à peu près de la même région, Ménia, dans cette région-là. Donc ça veut dire aussi une situation de guerre extraordinaire. Et quand j'ai recueilli les mythes du maître des initiations, j'ai eu, bon ça c'est un peu secret, c'est le secret des barouillas, quoi. Les femmes ne savent pas ce que je vais vous dire. Comme il n'y a pas de barouilla dans la salle, je peux le dire. Enfin, je veux dire, pas de femme barouilla dans la salle. Je n'en vois pas, non? Non, ça va. Donc, le maître des chamans m'a expliqué dans un mythe fondateur un jour que les barouillas, bon, c'était pas les barouillas à l'époque, leurs ancêtres, son ancêtre, etc., bien sûr, était quelque part, il n'a pas dit près de la mer, parce qu'il n'y a pas de mot dans la langue barouilla pour dire mer. Il y a un mot pour dire la grande eau. Ça pouvait être un lac, mais on n'en voit pas dans le coin. Donc, maintenant, ça dépasse les barouillas, parce qu'ils ne savent pas du tout qu'il y a des Austronésiens et des non-Austronésiens, les gars, ils n'ont pas. Mais ils ne savent pas qu'ils appartiennent au groupe des non-austronésiens. Donc, si vous savez bien que les Austronésiens sont partis du sud de Taïwan et d'ailleurs, sont arrivés, et quelques centaines d'années ont longé les côtes
de Nouvelle-Guinée sont partis ensuite sur Fidji, Samoa, et c'est là que certains groupes sont transformés en Polynésiens. Bon. Donc sur les côtes de Nouvelle-Guinée, nous sommes sûrs que des groupes sont arrivés et ont chassé vers l'intérieur, enfin, ont poussé vers l'intérieur, chassé, je ne sais pas où c'est les gars qui sont tirés. Et donc, à peu près, le mythe que m'a expliqué le type correspondait à ça du point de vue de la légende, c'est-à-dire à un moment, on était près de la Grande Eau, et le soleil, ce qui est le père des Baroya, vous allez voir, le soleil a appelé mon ancêtre, dont je connais le nom secret que je ne peux pas vous dire. Et cet ancêtre, il est parti en l'air sur une route de feu. Et avant de partir, le soleil lui avait donné les Kwai-Matnier, les objets sacrés. Et ensuite, il a atterri à justement l'endroit d'où sont partis les Barouillas pendant le massacre, à Bravé, Garu-Baramanduk. Donc à ce moment-là, le mythe que je viens de vous dire commence à rejoindre l'histoire, si vous connaissez un peu quand même. Et à Bravé, Garamanduk, il y avait des Wanjinya, c'est-à-dire les premiers hommes, les hommes du rêve. On n'est pas en Australie, mais quand même, les premiers hommes s'appellent les hommes du rêve. Et l'ancêtre était un homme du rêve. Et là, il y avait des hommes, les humains, là. Et l'ancêtre qui avait emmené avec lui sur la route de feu dans le ciel les Kwai-Matnier, eh bien, a réuni tous ces hommes qui étaient présents, ces humains, et il leur a dit ceci. Donc je vous donne le grand mythe. Maintenant, mon nom sera votre grand nom. Moi, Barouya, mon nom sera votre grand nom. Je serai le poteau central. Vous allez voir le poteau central. Vos noms seront des petits noms. Et il commença à donner à chaque clan, c'est ça que ça veut dire, les fonctions dans les rites. Tel. Les Andavakia, les Nungui et tout ça. Et les autres lui dirent, écoutez bien, les autres lui dirent, ils ne protestèrent pas. Alors, on voit bien le gars qui est responsable de son clan et qui fait la pub pour ses fonctions, hein, parce que tout ça, il faut être cool avec... quand on écoute les gens, il ne faut pas avoir la bouche ouverte comme ça, il faut bien écouter ce qu'ils vous disent, hein, et connaître les arrière-pensées. Hein. Donc il dit, et les autres ne protestèrent pas quand leur nom descendit, et que le mien s'éleva. Tant mieux. Et ils lui dirent, tu es maintenant notre poteau central, tu n'iras pas à la guerre, tu resteras au milieu de nous. Ah, ça c'est très important parce que ça continue. Les maîtres d'initiation ne vont pas à la guerre. Pourquoi? Parce que si ils vont à la guerre et qu'ils sont tués, ça peut arriver, non? Et qu'ils n'ont pas transmis à leurs fils les formules sacrées qui vont avec l'objet sacré, c'est fini. Donc, dans une société guerrière comme ça, c'est assez intéressant de voir que les maîtres d'initiation ne vont pas à la guerre. Ils sont au cœur, comme un point fixe qui ne doit pas être touché. Donc, c'est de la politique, ça. Hein. C'est de la politique. Hein. Et ce que je vais vous dire ici, tous ces rapports-là, maintenant, vous allez voir les gens venir de partout, avec des poteaux. Qu'est-ce que c'est que ces poteaux? Chaque poteau, vous allez voir, il y a plusieurs types de poteaux, je m'excuse, c'est un peu compliqué, mais certains poteaux sont portés par les pères des initiés qui vont avoir le nez percé dans quelques minutes, là. Et chaque poteau porté par un monsieur adulte dont l'enfant va devenir un initié, chaque poteau est un os. Et la maison qui s'appelle Timia, il l'appelle le corps des Barouillas, dont chaque poteau est un initié. Donc voilà des gens qui savent très bien symboliser leur unité. En plus, comme tous les gars qui sont nés au même moment, ça dépend des coïts de leurs parents. Hein.
Hein, c'est pas vraiment programmé. Hein. Enfin, j'espère. Donc, les gars qui ont entre 9 et 10 ans, approximativement, maintenant ils sont recorded, hein, ils sont sur des fiches de l'administration, donc on sait à peu près qu'ils sont nés au février 1954. Ben, avant, ça n'existait pas, ça. C'était entre tel soleil et tel soleil. Donc. Tous les gars qui sont nés au même moment, quel que soit leur lignage, quel que soit leur village, donc comprenez bien sur le plan théorique ce que ça veut dire, au-delà des rapports de parenté, au-delà des rapports de voisinage, sont initiés en même temps. Donc la parenté n'est pas le fondement de ce que vous allez voir, surtout pas de conneries du genre les sociétés fondées sur la parenté. Ça, c'est des trucs d'anthropologue, ça ne marche pas, ça. Ici, vous voyez très bien que ce que vous allez voir, c'est du politico-religieux. Tous ceux, quel que soit leur lignage, quel que soit leur village, sont initiés en même temps. Et quand ils vont construire le tour de la chimia, ils vont se loger les pères en regardant vers l'extérieur avec le poteau de leur fils, l'os, tourné vers les airs. En même temps, ils vont planter. Et les gens sont alignés comme ça, village après village, et non pas clan après clan. Alors, moi, quand j'étais petit, j'étais à l'école, j'ai même lu des livres qui s'appelaient l'anthropologie, vous voyez. Et j'ai cru, parce que quand je suis arrivé sur le terrain, j'avais cette idée qui est dans tous les manuels d'anthropologie jusqu'à maintenant, qu'il y avait des sociétés fondées sur la parenté. Parce qu'il n'y a pas de classe, là. Il y a des clans. C'est faux. C'est faux. C'est un axiome de l'anthropologie qui est faux. Il n'y a pas de société fondée sur la parenté. La parenté ne peut pas faire une société. Elle divise autant qu'elle unit. Pour unir tous les clans, il faut quelque chose de plus et d'autre que la parenté. Ici, vous allez voir ce qui unit les clans. C'est pas même l'économie, hein. Et c'est pas la parenté. Ils sont pas tous parents les uns les autres. Ce sont des rapports politico-religieux. J'appelle politico-religieux. C'est la façon occidentale de parler, hein. C'est-à-dire, vous allez avoir des gens qui vont être quelque chose de nouveau ensemble, partager quelque chose qui n'est pas leur parenté, qui est le fait des fils du soleil, sur un même territoire qui contrôle les armes à la main, parce qu'il ne faut pas s'amuser avec les Barouillas. Si vous venez, ils ont déjà volé leur territoire et les autres ne sont pas contents. Et jusqu'à maintenant, s'ils pouvaient le reconquérir, c'était parfait. Donc, c'est un ensemble de groupes de parenté, 15 clans, qui contrôlent ensemble un territoire dont les frontières sont connues des autres, même si elles ne sont pas reconnues. Et ce n'est pas au niveau de la parenté qu'ils défendent et qui font leur unité. C'est au niveau de ce que vous allez voir. Alors, parallèlement à ces initiations masculines, il y a des initiations féminines. Donc, elles ont été filmées en partie, mais des petits bouts, par Alison Jablonko, et Marek, son mari, n'a pas eu le droit d'y aller. Moi, j'ai eu exceptionnellement l'autorisation d'assister à quelques éléments des initiations féminines. Et c'était quand même c'était d'abord une récompense merveilleuse pour Maurice Godelier. Je veux dire qu'être invité à des initiations féminines alors qu'aucun barouillat mâle n'a le droit d'y être, et invité par deux vieilles femmes qui ont brisé les tabous, j'étais plutôt heureux quand même. Bon, ça m'a valu automatiquement, après ces 3 jours avec les femmes, 900 femmes, d'avoir une délégation d'hommes qui m'a dit « Maurice, maintenant tu prends ta valise et tu dégages. Parce que tu es devenue une femme, tu pars. » Bon, c'était sympa quand même. C'est ça les risques du métier. Hein. Nous, les anthropologues, on est des voyeurs. On essaie de savoir un peu tout, quoi. Et bon, c'est pas moi qui ai été chercher les femmes pour aller aux initiations, c'est elles qui sont venues. Mais après, vous en faites pas, je suis resté encore pas mal de temps chez les Barouillas, et ils ont trouvé une manière dans leur culture de me réintégrer. Ils m'ont demandé si je voulais soit faire ma valise, oui, je parle comme certains, fais ta valise, ou bien si je voulais me soumettre à un rite. Donc j'ai dit, je vous en prie les gars, faites-le.
J'ai été me coucher parce que j'étais très fatigué. D'ailleurs, ils m'ont dit, va coucher, là. Ça faisait deux nuits et une jour. Donc, bon. Et après, quelques heures, ces deux personnes, ces deux jeunes guerriers qui s'appelaient Giravenia et Komaine, là, sont venus avec des oiseaux. Ils m'ont demandé de me mettre à poil. Donc je me suis déshabillé complètement. Et ils ont brûlé sur mon corps partout des oiseaux. Ça pue, hein. Vous avez déjà nettoyé des poulets, non? Ça pue très fort. Hein. Alors ils ont bien choisi le long de mon sexe, sous mes aisselles, etc. Et après ils m'ont dit, va coucher maintenant, tu peux revenir avec nous. J'étais vachement content, mais je n'avais pas compris ce qu'ils faisaient. C'est 6 mois plus tard que j'ai compris ce qu'ils avaient fait. Tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard, parce que je n'avais jamais posé cette question. Je n'avais jamais été témoin, donc vous savez, les gens, ils ne viennent pas vous expliquer leur société. Si vous êtes là, c'est bien. Si vous n'êtes pas là. Et un jour, j'ai découvert qu'une femme revenait d'avoir accouché. Elle revenait de la maison d'accouchement, où elle avait été, et elle allait reprendre la vie avec son homme. Et j'ai découvert que le mari avait tué des oiseaux et les avait laissés sur le pas de la case. Et la femme doit, quand elle arrive avec son bébé, pour reprendre la vie avec son mari, elle doit se dépolluer. Des jus vaginaux, du sang, enfin de toutes les pollutions féminines, bien sûr. Et elle se brûle elle-même le corps avec les oiseaux. Elle se dépollue. Donc les gars, sachant que je ne savais pas ça, m'ont traité comme une femme qui rentrait dans le monde des hommes. Donc ils ont trouvé dans leur culture le moyen de me faire passer l'examen comme une femme m'auto-brûlée, parce que je ne savais même pas qu'il fallait le faire. Donc, génial. Les gars, dans leur culture, trouvent un moyen de me réintégrer après que j'ai brisé un tabou fondamental, non pas par ma faute, bien sûr par ma faute, parce que je suis parti avec les femmes, mais par la responsabilité des femmes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'initiation des femmes? À la différence des hommes, c'est tous les 3 ans, en gros, clac, 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 c'est toujours la machine, comme ça. C'est à chaque fois qu'un groupe de jeunes filles a ses premières règles. Donc c'est un peu le hasard. Hein. Mais en gros, dans une vallée, il y a 10 petites, là, 15-16 ans, là, 13 ans, ça dépend. C'est, en général, d'après ce qu'on sait, les filles ont leurs règles plus tôt que les européennes, mais faut voir. Hein. Moi, je suis pas anthropologue physique ni médical. Bon, il y a des enquêtes qui ont été faites. Bon, passons. Disons qu'en fait, les gamines entre 13 et 15 ans, elles ont leurs règles. Première règle. Alors, il peut y en avoir 10 dans la vallée, ou 15, ou 3. Et alors, à ce moment-là, pour ces 3-là, à peu près tous les 3-4 mois, il y a une grande initiation où toutes les femmes de la vallée, sauf les vieilles, sauf les fatiguées et tout, là, elles viennent. Alors c'est quand même impressionnant. C'est 900 femmes qui se réunissent dans la nuit, dans un endroit qui est particulier, etc. Et, bon, je ne raconte pas tout, mais on leur enseigne à se comporter comme des femmes obéissantes quand même, hein, vis-à-vis des hommes avec lesquels elles vont baiser. Hein. Maintenant, elles vont se marier bientôt, tout ça. Bon. Donc on leur apprend plutôt la fidélité que l'infidélité. Et d'autres choses. Je n'ai pas pu tout voir, parce que les femmes se sont quand même, après m'avoir gentiment intégré pour quelques rituels, quand les filles allaient se laver le sexe, tout ça, de façon rituelle, c'est pas forcément une question de propreté le matin, en se laver les dents. Hein. Bon. Les femmes sont en général arrangées pour que je parte trop tard. Donc j'arrivais toujours après le rituel, dès que ça devenait un peu où il fallait voir les filles à poil, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont fait, j'en sais rien, et elles ne me l'ont pas dit. C'est comme ça l'anthropologie. Donc voilà à peu près la structure que vous allez voir. Je dirais des rapports politico-religieux.
qu'on appelle, nous, les Européens, des trucs pareils. Où les gens, vous allez les voir un moment, se tourner vers le soleil. Et le soleil, ils l'appellent Numwe, plus un nom secret pour les hommes, pas pour les femmes. Secret. Numwe, ça veut dire le père. Et ils vont, peut-être, je ne sais pas ce qu'on a vu là, parce que c'est des films qui durent des heures et des heures. Hein. Yann Dunlop est venu. Le CNRS ne m'avait pas donné d'argent pour faire les films. Hein. Je vous rappelle que quand j'étais parti pour 2 ans. J'ai appris que les initiations allaient se faire l'année suivante. J'ai demandé de rester une 3e année, d'où les petits problèmes familiaux. Mais quand j'ai appris qu'il y aurait des grandes initiations, j'ai évidemment demandé au CNRS du pognon pour filmer. Hein, mais j'ai pas eu de réponse. Alors comme je ne suis pas un garçon qui reste le cul par terre sans rien faire, j'ai demandé à des copains américains et tout ça. Il n'y en avait pas de copains américains qui pouvaient venir. Et finalement, ils m'ont adressé au type qui était un des plus célèbres, c'était Dunlop, qui avait fait à l'époque son grand film Desert People, qui est un chef-d'œuvre du cinéma ethnographique. Lorsque les Australiens ont appris qu'il y avait un zouzou comme moi qui était en milieu de la brousse, Godelier, et qu'il y avait à avoir les grandes initiations Baroya, ils m'ont envoyé à temps, c'est-à-dire Dunlop et un caméraman et un soundman, un porteur de son. Et l'équipe est arrivée et est restée plus d'1 mois avec moi. Et c'est eux qui ont payé. Donc je n'ai aucun droit sur ces films. Aucun droit. Tout appartient à l'Australie. Je n'ai qu'un seul droit, c'est un droit scientifique. Ils ne peuvent pas utiliser ces films, des conneries, et le commentaire, c'est moi qui les ai faits. Tous. Donc on a pris les 11 heures il y a 11 heures, 14 heures de film, on a pris les grands initiateurs Barouya, on les a emmenés. Ça a été aussi un autre aspect d'anthropologie, des gens qui n'étaient jamais sortis de leur tribu, on les a emmenés en avion à l'université de Port Moresby, où ils ont été bien accueillis. Mais ils sont arrivés avec des plumes sur la tête, vous voyez, des plumes, des peintures, à pieds nus, mais pas de chaussures. Alors les étudiants, c'était des évolués, eux. Ils avaient les chemises blanches, les chaussures, les chaussettes blanches comme les Anglais. Quand ils ont vu arriver 11 Barouya à poil avec des flèches, et ils ont été heureux, parce qu'on leur a expliqué qu'on valorisait cette culture avec eux. Donc les étudiants après étaient aux petits soins avec les Barouya. Ils leur apportaient, on allait manger au réfectoire de l'université, et ils leur apportaient, ils les aidaient. Vous voyez? Alors qu'au départ, c'était plutôt, tout ça c'est des trucs, des coutumes qu'il faut abandonner, surtout que les missionnaires faisaient un travail de pilonnage épouvantable. Et qu'un évolué, n'est-ce pas, pour devenir ministre, bon, il peut devenir pasteur en même temps, ça s'arrange bien. Mais continuer les rites de la tribu à l'intérieur de la brousse, c'était pas bien vu, quoi. Hein, bon, les étudiants ont réagi positivement, très positivement. Et on a donc tout traduit en anglais, quoi. On a traduit tout ce qui se passe en anglais, puis ensuite ça fait 2 livres qui sont jamais sortis. Bon, c'est comme ça la vie. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait des films? Parce que ça, c'est important. À l'époque, il y a 66, 68, hein, et après j'ai refait les traductions plus tard. Eh bien, les films ont été déposés, on a des copies au CNRS, dont d'ailleurs une partie des copies, je m'excuse, ont été perdues par le CNRS. Une partie des catalogues, ont été retrouvés dans des poubelles au CNRS. Donc il y a des petits problèmes. Hein. C'est pas moi qui vais cacher des choses qui sont des choses de la vie. Bien, alors qu'est-ce qu'on a fait? Je suis parti avec ces vieux quand même, c'est des gens vieux. Enfin, on a été voir le ministre de la Culture. On voulait que le Premier ministre nous reçoive, mais bon, c'était pas facile à l'époque. Le ministre de la Culture.
Et j'ai servi avec Jan Dunlop d'intermédiaire. Et j'aurais dit, ben maintenant, vous êtes dans votre pays, pays autonome, indépendant. Hein. Et ce que ça veut dire, moi je suis arrivé en 66, et le pays est devenu indépendant en 75. Donc j'ai vu vraiment la transition accélérée du néolithique à l'ONU. Hein. L'ONU, vous vous rendez compte, les Barouillas sont devenus citoyens d'un pays indépendant dont ils ne savaient même pas le nom. Après avoir voté pour des députés dont ils ne connaissaient même pas le nom. Passons là-dessus. C'est ce qu'on appelle la transition à la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a été avec ces films et avec les gens ont dit ceci au ministre et à moi et à M. Dunlop. Ces films, vous pouvez les faire voir aux Blancs. Alors, question, est-ce que je peux les faire voir aux femmes blanches? Parce que c'est quand même des films qui concernent les garçons, quoi. Il me dit, on s'en fout. Les femmes blanches, c'est votre problème. Mais surtout jamais aux femmes noires, aux femmes de Nouvelle-Guinée. Bon, ok. Bon, maintenant, à qui il faut faire voir en Nouvelle-Guinée? Et les gens nous ont répondu, c'était très intéressant. Vous pouvez le faire voir à des ministres, ils savaient qu'il y avait un mot comme ça, à des instituteurs, tissa, hein, en pidgin, tissa, des instituteurs, des pasteurs, donc des évolués, quoi. Les gens, ils avaient dit qu'il y avait parmi eux des gens qui étaient évolués auxquels on pouvait montrer, mais pas aux autres. Ok. Qu'est-ce qu'on fait physiquement des films? Car si on vous les laisse à 2000 mètres d'altitude avec la saison des pluies, ils sont foutus en 15 jours. N'est-ce pas? Ben, ça, ils ne savaient pas, là. Donc, on les a déposés, une série, à l'Institut de Papouasie-Nouvelle-Guinée Studies. À l'époque, c'était un copain à nous qui dirigeait ça. Malheureusement, quelques années après, il n'y avait pas de sous pour l'Institut. Il a plu sur les films. La moitié du toit s'est effondré, puis ça ne les intéressait pas trop de mettre des subventions là-dessus. Voilà, comme ça vous avez l'histoire complète. Ça va? Vous avez vu, non? Je sais. Bien. Donc là, on a tous les aspects. Vous avez les aspects du travail de l'anthropologue, les complexités, vous avez aussi le fait que vous arrivez avec ce que vous avez lu, vous croyez à ce qu'on vous a enseigné, surtout s'il y a des grands noms qui vous ont enseigné ça. Vous voyez que des gens organisés en clans, vous pensez que la société est dirigée par la parenté, croyance et non pas évidence scientifique. Et ensuite, vous êtes dedans, quoi. Il faut y aller, quoi. Et c'est pas facile à comprendre parce que, bon, pour que les gens vous mettent dedans, ce truc-là, il faut qu'ils aient confiance en vous. Alors, quand on me raconte que c'est l'anthropologue colonialiste qui vient forcer les gens à parler, à leur dire ce qu'ils veulent, je rigole. Parce que les initiations ont été faites, je vous explique comment. Ces initiations ont été faites à une époque où les Barouillas savaient par le téléphone arabe que des militaires allaient arriver. Donc dans la vallée, à l'époque, il n'y avait qu'un missionnaire qui parlait bien la langue, qui était du Summer Institute of Linguistics. Vous voyez ce que c'est, non? Vous connaissez ça ou pas, non? La grande organisation américaine qui traduit toutes les langues pour faire la Bible. Et moi. Donc 2 personnes. Avec la femme du missionnaire, bon, 3. Donc sachant qu'il n'y avait que nous et que les gars allaient arriver, ils ont organisé, avant leur arrivée, les initiations. Ok? Donc eux-mêmes savaient il ne fallait pas qu'il y ait trop de témoins. Bon, maintenant, les choses ont beaucoup changé, mais les initiations sont pratiquement arrêtées, j'imagine. Hein, tu as des nouvelles, toi? Elles sont arrêtées pratiquement depuis. Et puis tous les Barouillas sont chrétiens maintenant, ils se sont tous fait baptiser. Donc vous en faites pas. La tournant historique est... Alors, je vais vous raconter la philosophie des Barouillas. La dernière, quand je suis allé, c'était très simple. Tous les jeunes gens m'ont dit ceci, et vous allez voir comment ils sont globalisés, mais c'est magnifique.
Ils m'ont dit, Maurice, ils m'ont demandé d'écrire leur nom sur des cahiers. Bon, j'ai écrit leur nom. J'ai dit, pourquoi vous voulez leur nom? Pour me faire baptiser. Bon, très bien. À quelle confession vous voulez vous faire baptiser? Luthérien, protestant, catholique, Church of Christ, baptiste. Enfin, ils s'en foutaient. J'ai dit, nous, ce qu'on veut, bon, on veut être baptisé. Ah bon? Alors, les uns disaient baptiste, les autres. Ils n'ont pas de conflit théologique, les gars. Hein. C'est pas parce qu'ils ont une théorie différente de la religion, c'est parce que il faut se placer sur toutes les religions. Hein, ok? Les blancs. Donc, ils m'ont résumé leur philosophie nouvelle par ces deux phrases, qui sont mes dernières phrases. On veut être des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. New Pelaman. Alors, pour ça, on va faire deux choses, Maurice. Making business, faire du fric, et behind Jesus, et suivre Jésus. Donc, ils ont donné la formule exacte du fondamentalisme américain. Faire du fric et suivre Jésus. Donc, vous voyez que c'est des gens extrêmement adaptés au monde global dans lequel nous sommes. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. J'ai pris mes notes et j'en étais sur le cul. Passons là-dessus. Allons-y. L'anthropologue doit être toujours au premier plan par rapport à un cinéaste. Je dis ça parce que j'ai un cinéaste devant moi, là. Parce que les cinéastes, ils se poussent toujours pour être au premier plan. Seulement, comme ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, il vaut mieux que ce soit moi qui sois au premier plan. Parce que je peux commenter les photos qu'ils vont prendre. Il y a donc un conflit fondamental entre anthropologue et cinéaste. Et en plus, le cinéaste, y compris un type aussi sensible que Dunlop, il aime bien les femmes qui ont des seins et qui montent des enfants. C'est charmant, ça. J'en ai rien à foutre de ça. Ce qui était important, et je l'engueulais, il y a un monsieur qui se passe là, un type sans intérêt. Il passe avec une feuille. Et c'est ça que tu dois prendre. Le type, sa feuille. Parce que c'est lui qui va être tout de suite dans le rituel. Mais le cinéaste ne connaît pas la culture, donc... Alors là, tu prends ça, tu prends pas la bonne femme avec son sein, là, hop, comme ça. Donc, nous, les anthropologues, on est quand même les meilleurs. Voilà. Les Barouillas, comme partout en Mélanésie et en Polynésie, cuisent la nourriture à l'étouffée, dans des fours en terre. Ils commencent par chauffer à blanc des pierres, sur lesquelles ils posent un lit de feuilles. Puis on étale la nourriture, légumes, parfois viande, et on recouvre le tout de nouveaux lits de feuilles, de pierres et enfin de terre. Du manioc, récemment introduit en Nouvelle-Guinée. Est différente. Ils ont conservé des manières de faire. Il y a plusieurs moments que je vais montrer comme ça à Maurice. Ça lui rappelle plus que du déjà-vu. C'est du déjà-vu.